Bonjour à tous. On va démarrer. Donc, je suis ici pour vous parler de la méthode propre pour processus de publication reproductible avec R. Je m'appelle Juliette Angelard-Lefebvre, je travaille à la DREAL des Pays de la Loire et j'ai fait partie des agents qui ont travaillé à la mise en place de cette démarche. Aujourd'hui, je vais vous parler rapidement de qu'est-ce que c'est que l'organisme pour lequel je travaille, la DREAL des Pays de la Loire, avant de vous présenter de manière un peu théorique la méthode. Et je vais essayer de vous l'illustrer en vous présentant les résultats du premier projet mené selon cette méthode et peut-être, si on a le temps, vous faire une démo. Alors, la DREAL Pays de la Loire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc, DREAL, ça tient pour Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. C'est un service déconcentré du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, mais aussi du ministère de la Transition énergétique. Il y a aussi une litanie de ministères délégués comme celui du logement ou du transport qui dépendent de ce pôle ministériel et pour lesquels nous travaillons. C'est un service qui est amené à produire des données et qui a dans ses attributions d'apporter de la connaissance, un éclairage chiffré, objectif sur les politiques de son ressort. Et cela nous amène à produire beaucoup de valorisation de données que l'on doit mettre à jour assez régulièrement, tous les ans, tous les trimestres, tous les mois. Et on avait un peu l'impression que c'était un travail sans fin et pour lequel on perdait un peu le sens. Donc autrefois, le problème pour ces travaux, on passait beaucoup de temps à faire des traitements de données semblables d'une année sur l'autre, d'un trimestre à l'autre. Et les outils qu'on utilisait pour ce faire étaient très hétérogènes, la reproductibilité était vraiment pas optimale, les solutions étaient peu portables et nos travaux étaient à refaire de façon périodique et c'était assez décourageant. Ces problèmes, on les rencontrait nous en Pays de la Loire, mais les autres régions qui ont les mêmes missions avaient rencontré les mêmes difficultés et perdaient leur temps à copier-coller des données dans des tableurs pour faire des cartes ou des graphiques de la même manière que nous. Il en résultait que pour des sources de données, des enquêtes qui sont nationales, avec des sources qui sont France entière, on avait dans les différentes régions des solutions apportées très différentes, à la fois un peu artisanales, mais les délais de publication étaient longs, inégaux, les valorisations, les productions étaient hétérogènes et pas comparables entre elles. Enfin, voilà. On avait aussi un suivi de l'impact très inégal selon les régions. Et on s'est dit, et si il existait un outil mutualisé, c'est-à-dire mis en commun, presque clé en main, qui permettrait aux services, aux DREAL, DEAL de France, de publier régulièrement leurs analyses, et ce, de façon homogène et dans des délais raccourcis. Et donc, c'est comme ça qu'est né le besoin de mettre en place la méthode propre. Alors, je vais essayer de vous présenter ça de manière un peu abstraite, d'abord, en vous parlant des objectifs. Vous avez déjà compris un peu que l'objectif, c'était de réaliser des publications statistiques ou des applications de data visualisation de données, tout en cherchant à assurer la reproductibilité de ce produit d'une année à l'autre, d'un trimestre à l'autre, mais aussi dans l'espace, reproductibilité d'une région à l'autre. Et l'acronyme propre, il tient pour processus de publication reproductible. Pour développer cette démarche, on est allé chercher dans 3 sources d'inspiration différentes. On a cherché à tirer parti de la rigueur des outils du développement du logiciel open source. On s'est inscrit dans la mouvance DevOps en cherchant à accélérer la livraison des productions dans le cadre d'une démarche agile. Et on a aussi tiré parti des innovations qui ont été mises au point pour les travaux de recherche, ce qu'on appelle le développement de la science ouverte et reproductible. Ceci étant dit, il y a un mot-clé qui veut dire ces choses-là, c'est la mouvance DataOps. Et en pratique, qu'est-ce que ça donne? Aujourd'hui, la méthode propre, elle est basée sur le langage de traitement de données R. Elle consiste à structurer les publications sous la forme d'un package R pour à la fois diffuser les données, diffuser le canevas d'une publication relative à ces données qui est prête à être personnalisée
ou voire directement publié. Alors, je n'ai peut-être perdu certains d'entre vous, mais qu'est-ce que c'est qu'un package R? Donc, une rapide présentation de R pour comprendre. R est à la fois un langage de programmation dédié aux data science, mais aussi un logiciel open source. Et comme beaucoup de logiciels open source, on peut lui adjoindre des fonctionnalités supplémentaires grâce à ce qu'on appelle des extensions, des plugins, des modules, des librairies, des add-ins, des add-ons. Enfin, chaque logiciel a son jargon. Et pour R, ces extensions de fonctionnalités sont appelées des packages. Et ces packages s'installent facilement sur toute sorte de machine qui fait tourner R, quel que soit son système d'exploitation. On s'est donc inspiré des pratiques du développement logiciel. On les a dévoyées pour nos besoins, pour les publications reproductibles. On va utiliser la rigueur du développement informatique open source, c'est-à-dire qu'on va intégrer des tests unitaires pour vérifier l'intégrité du package, que tout fonctionne bien, et on va surtout s'efforcer de documenter correctement chaque fonction qu'on va mettre dans notre package. L'avantage, c'est que d'une publication à l'autre, si on respecte tous le format package, on aura une structure de travail qui est identique, normalisée, et qui bénéficiera de tous les dispositifs d'aide au développement, comme l'aide à la documentation, les tests, les checks, et puis toutes les facilités de déploiement des packages. Et, ceci étant dit, on adopte les principes de l'agilité. On va livrer un produit par intégration continue. On partira d'un petit produit minimum viable qui va s'enrichir au fur et à mesure des itérations, et on va s'accorder le droit à l'expérimentation si on se rend compte qu'on ne parvient pas à nos fins, on arrête. Une fois que je vous ai dit ça, il faut quand même rendre à César ce qui est à César. On s'est inspiré, ce qui nous a le déclencheur, c'est d'avoir découvert comment ça se passait au niveau du service statistique officiel britannique. Ils ont théorisé l'approche qu'on a dupliquée en fait dans ce qu'ils appellent le RAP, pour Reproducible Analytical Pipeline, dans lequel ils indiquent qu'il faut faire des packages pour chaque publication et que ces packages sont basés sur d'autres packages transversaux, socles, qui servent à chaque publication, par exemple pour mettre la charte graphique ou autre tâche récurrente d'une publication. L'important étant de séparer les préoccupations et que le développeur d'un package de publication se concentre sur les fonctionnalités propres à sa publication. On a un peu transposé cette approche, mais on utilise quand même la même grande idée. Dans un package R, on met à la fois des fonctions, des fonctionnalités qui vont créer les illustrations, les cartes, les graphiques, qui vont aussi produire les commentaires, ce qu'on appelle les fonctions de verbatim. Ces fonctions peuvent lancer une application de DataVis pour accéder à l'ensemble des données qu'on peut valoriser. Il contient également les données. La spécificité des packages de publication propres, c'est de contenir un template, c'est-à-dire un canevas de publication qui mobilise ces fonctions, et aussi une fonction qui va appeler ce canevas afin que l'utilisateur final puisse le personnaliser. On travaille autour d'une forge de développement logiciel comme GitHub ou GitHub, parce que cela suffit à la diffusion du package et rend installable le package de n'importe où. Évidemment, les forges comme ça facilite la collaboration entre développeurs et aussi avec l'équipe qui définit le contenu de la publication. Et ça permet le déploiement automatique de la documentation. C'est-à-dire qu'on va créer un site web qui présente le package et on va le déployer par intégration continue. Donc, voilà un dessin qui résume un peu ce que je vous ai indiqué. Ça vaut des fois c'est parfois plus simple à comprendre qu'un long discours. Donc, autour d'un projet propre, on va retrouver une équipe projet qui contient à la fois des développeurs R, mais aussi une équipe éditoriale qui connaît bien la source de données, la problématique et la politique publique concernée, et qui va définir le contenu. Ce contenu, on va le transformer, on va le transformer en tickets, et chaque développeur va prendre en charge un ou plusieurs tickets pour enrichir le produit. Les développeurs collaborent sur GitLab
également avec l'équipe éditoriale. Une fois que le package est prêt, les utilisateurs, c'est-à-dire les chargés d'études qui doivent, dans d'autres régions, valoriser également la source, vont installer le package depuis la forge, vont le personnaliser si besoin et vont pouvoir diffuser leurs publications à leurs lecteurs. Donc voilà pour la théorie. Je vais vous parler maintenant du premier cas d'école de cette méthode qui a été lancée autour de la source sur le parc locatif social. Alors le contexte, on a une source qui s'appelle le répertoire du parc locatif social, qui est mis à jour chaque année auprès des bailleurs sociaux et qui produit des statistiques exhaustives sur l'état du parc locatif social. Toutes les régions, ou presque, produisaient une valorisation de cette source. Et c'est pour ça que ça a facilité la collaboration interrégion. Et ça a donné naissance au premier cas d'école de la méthode mi-2020, en plein confinement. On a réuni une petite équipe avec une diversité de compétences. J'en ai déjà un peu parlé. Et ça a été l'occasion, ce cas d'école, de monter en compétences. Grâce à l'expérience des plus aguerris, on s'est formé sur le tas. Et qu'est-ce qui a été accompli avec ce premier cas d'école? Déjà, la preuve que ça marche. On a mesuré des gains de temps de l'ordre de 2 à 3 semaines par région, en moyenne. Et ça a permis d'aller plus loin, de se recentrer sur les activités d'analyse à forte valeur ajoutée. Et ça, on l'a constaté dès la première année. Ça intègre le temps de développement qu'il a fallu pour ce produit nouveau. Ça a été l'occasion aussi de détailler la méthode de travail qu'on a adoptée, de la décrire dans un guide. Je vous ai mis le lien dans la slide. Ça a donné lieu pour 14 régions au déploiement des publications le jour même de la levée de l'embargo sur les données. Alors ça, c'est peut-être un jargon qui vous est étranger. Quand une source statistique publique est mise à jour, qu'on a un nouveau millésime d'enquête, les données circulent au sein du ministère pour qu'on vérifie s'il n'y a pas des choses anormales. Et on a un jour à partir de laquelle on a les données finales, mais on doit attendre tant de temps pour pouvoir communiquer sur ces données finales. Et c'était difficile avant, selon l'ancienne méthode, d'être prêt le jour de la levée de l'embargo sur les données. Mais là, toutes les régions ont été prêtes en même temps que le niveau national. Ce premier cas d'école, ça a aussi été l'occasion de produire un 4 pages de présentation un peu grand public pour mobiliser dans toutes les régions. Il fallait pouvoir expliquer à quoi ça sert, quels sont les avantages. Donc c'est ça qui a été mis dans ce 4 pages. Le premier package contient déjà une application de consultation de tous les indicateurs du répertoire du parc locatif social pour tous les territoires administratifs. Et bon, in fine, on obtient un package qui est documenté, testé, versionné. Et en 2021, donc au moment de la réédition, il n'a fallu qu'une demi-journée de développement pour incorporer le nouveau millésime de l'enquête. On a fait quelques journées de développement en plus pour ajouter des fonctionnalités, mais c'était vraiment négligeable par rapport au premier investissement. Donc on regagne tous du temps et on se recentre tous sur les messages à passer, ce qui est à l'œuvre sur le territoire en matière de logement social. Je vous ai mis un lien vers gitlab.com. Il y a un mot-clé propre qui vous permet d'inventorier les packages propres qui existent sur gitlab.com. Et oui, je vais avoir un peu de temps pour vous faire une démo. Alors, j'ai pas pris ma souris. J'ai choisi l'exemple d'une très petite publication. Il s'agit des pages du bilan économique et social de l'INSEE consacré au sujet de l'énergie. Toutes les données qui alimentent ces pages sont en open source. Et donc, ça se prêtait bien à un package propre. Alors, pour vous faire la démonstration, j'ai pas Internet, c'est mal barré. Je voulais partir d'un environnement propre. Hop, FN F11. J'ai pas mis Internet, donc ça marchera pas. Je suis désolé.
Bon, donc vous pourrez jouer sur vos... Enfin, si vous pratiquez R, vous pourrez jouer avec les lignes de cône qui sont là. L'idée importante qu'il fallait retenir derrière ça, c'est... Allez, ça y est, j'ai trop parlé. C'est que la première ligne, la première instruction, remote install GitLab, ça rapatrie le package dans votre environnement de travail. Et la seconde fonction permet d'ouvrir le rapport à personnaliser. Et dedans, ce rapport, il y a des fonctions qui appellent les données open source, créent les tableaux, créent les illustrations et quelques phrases sommaires pour alimenter le bilan de l'année sur les consommations d'énergie et la production d'énergie renouvelable. Donc voilà, je suis désolé, il faut me croire sur parole, je n'ai pas pensé à activer le Wi-Fi. J'ai pas les codes. Donc, on peut passer aux questions si vous en avez. Je pense avoir fini. C'est plus court forcément sans la démo. Merci pour la présentation. Pourquoi vous avez choisi R par rapport à d'autres outils, Python, etc. Est-ce que c'est lié à votre historique parce que vous avez une utilisation de R auparavant ou des fonctionnalités ou autre? En matière de stats pure, R c'est vraiment le langage adapté. Et donc on a au sein des services déconcentrés du ministère et même en administration centrale plusieurs agents issus de l'INSEE. Et c'est le langage recommandé maintenant à l'INSEE. Donc ça a été plus facile de faire avec les compétences qu'on avait, ouais, effectivement. Merci pour la présentation. Je voulais savoir comment vous aviez sensibilisé le top management à cette démarche pour vous dégager du temps pour pouvoir travailler avec cette petite équipe projet et réaliser cet investissement du coup hyper valorisé à terme. On a eu recours à un prestataire qui nous a expliqué le contenu de la démarche propre. Enfin, on avait l'intuition qu'il fallait qu'on fasse du rap. On parlait de ça à l'époque. Et donc un prestataire est venu nous accompagner pour écouter, théoriser, mieux nous expliquer le contenu de la démarche, nous former. Donc à partir du moment où cette prestation-là a été engagée, on avait déjà fait la moitié du chemin pour continuer, mettre en œuvre et investir. On a fait aussi de la pédagogie. Il y a un film, il y a le 4 pages, et on a eu le droit de tester. Et le premier cas d'école parle de lui-même en fait. Les résultats obtenus nous permettent de rentrer dans un cercle vertueux. On a gagné du temps. On n'a pas gagné de temps en 2020, on a gagné du temps en 2021 et on continuera d'en gagner en 2022, ce qui nous permet d'investir sur d'autres projets. Et cette méthode de travail, elle prend du temps quand on est en inter-service, inter-région, parce que la partie éditoriale, pour mettre en commun tout ce que faisaient les uns et les autres avant sur un seul canevas, c'est un travail assez long. Mais lorsqu'on fait une publication où on est tout seul à se mettre d'accord avec nous-mêmes, on utilise cette méthode, ça ne prend pas plus de temps qu'avant, quoi. Bonjour. Moi, j'avais une question concernant l'architecture. Est-ce que il y a de nouveaux investissements qui ont dû être faits? Est-ce que vous avez mentionné qu'il y a une nouvelle méthode? Il y a un nouveau service, je pense, GitLab, qui a dû être introduit en termes d'usage. Est-ce que même pour l'exécution du code, vous utilisez des choses en commun? Il y a une plateforme ou des choses comme ça? Au début, quelque chose que j'ai pas dit aussi sur ce qui nous a aidé à démarrer, c'est le confinement. Parce que beaucoup de collègues se sont retrouvés désœuvrés, sans moyen d'accéder à leurs données. Et ça a été vraiment propice à la fois à l'acculturation à Git et aux forges. Et on s'est retrouvés au début sans VPN et tout ça. Donc ça nous a vraiment aidé
à avancer. Au niveau infrastructure, donc c'est ça la question, on avait une forge GitLab interne, mais il nous fallait un machin accessible du web, donc on est passé sur gitlab.com. Aujourd'hui, on va pouvoir migrer sur une instance ministérielle qui sert à héberger d'autres produits, pas du tout liés à la data, hein, mais à nos logiciels, nos applications métiers. Sinon, on n'a pas investi plus que ce qu'on avait déjà avant, quoi. On fait attention à nos versions compagnie parce qu'on on est tous sur des versions RStudio Desktop pour l'instant. Donc, et ça marche quand même. J'enchaîne, excusez-moi. Et donc là, le format finalisé de vos rapports, j'imagine, c'est du HTML, du PDF, ça part de la Markdown, j'imagine. Vous avez des formats aussi un peu dynamiques, comme si vous êtes basé sur R, il y a du Shiny qui doit être possible de faire. On n'a pas encore de propre Shiny, en Pays de la Loire. Il y en a une en développement à La Réunion, à la DEAL de La Réunion, sur les indicateurs territoriaux de développement durable. Je pense qu'elle est bientôt finalisée. Donc oui, et mettre en package, c'est les mêmes contraintes qu'une publication HTML. On met en package l'application Shiny avec le framework Golem. Et pour visualiser au fur et à mesure de l'enrichissement, du développement des fonctionnalités, on donne à voir dans les vignettes les résultats de production d'illustration. On peut aussi déployer en intégration continue une application Shiny, donc tout va bien.